Alors, parler de l'hypnose en obstétrique, ou en maternité plutôt, parce que, en fin de compte, la sage-femme, ou moi en tant que psychologue, ayant travaillé en maternité, on rencontre les femmes des débuts de la grossesse jusqu'à leur accouchement et au post-natal immédiat, puisqu'elles restent très peu de temps maintenant en maternité. Alors quand on parle d'hypnose, c'est vrai que dans les services obstétriques, depuis des années, il existe la sophrologie, qui en grande partie c'est de l'hypnose. Et si on connaît bien l'œuvre d'Alfonso Caicedo, on se rend compte que la sophronisation de base, qui est aussi le body scan en mindfulness, c'est aussi une induction d'hypnose. Simplement, la différence entre l'hypnose et la sophrologie, ce sont que les techniques, les stratégies hypnotiques qui sont utilisées, issues des travaux de Milton Erickson, mais aussi de l'école de Palo Alto sur la communication thérapeutique, permettent, lorsque l'on rencontre une femme, dans l'entretien clinique, d'installer comme on pourrait dire, des havres thérapeutiques, c'est-à-dire des moments où nous sommes plus simplement dans l'entretien, nous sommes déjà dans une aide psychothérapeutique. Les exemples sont nombreux, par exemple, une menace d'accouchement prématuré, un utérus contractile bien avant l'heure, où la femme culpabilise, où la femme est beaucoup stressée, et on la comprend, je dirais même angoissée. Il est important effectivement d'avoir un lieu de parole où la femme peut s'exprimer, exprimer son désarroi, exprimer sa peur d'accoucher prématurément, exprimer peut-être déjà un peu de culpabilité parce qu'elle a travaillé trop longtemps, parce qu'elle a participé à une fête, etc. Et en même temps lui montrer qu'elle peut aussi réduire les contractions utérines, notamment par exemple en lui montrant comment elle respire. Elle a une respiration de stress, c'est un effet sur l'utérus qui va se contracter indépendamment de la volonté de la femme. Et que même quand elle souhaite que ça s'arrête, c'est la peur qui domine et ça a une influence sur l'utérus. Donc c'est très intéressant effectivement là de dire madame, installez-vous bien, je vais vous montrer comment respirer, comme si vous berciez l'utérus et votre bébé, mais c'est simplement bercer l'utérus. Donc on leur apprend une respiration lente et profonde qui mobilise plutôt le système parasympathique, qui fait partie de l'action que l'on a sur la détente d'une femme. Donc ça c'est intéressant, comme c'est intéressant de dire, vous savez, la seule action que vous avez sur votre utérus, c'est plutôt de parler à votre utérus ou de parler à votre corps. Faire en sorte que, effectivement, elle ne soit pas active, parce que cette activité sera anxiogène sur l'utérus. C'est un des exemples, comme un des exemples que l'on peut donner aussi, c'est parfois dans leur difficulté à devenir mère. On se cultive toujours une femme, mais un homme aussi pour devenir père. Mais c'est peut-être plus visible chez la femme parce que, bon, de toute façon, elle vient beaucoup plus souvent en consultation rencontrer des soignants que le père, évidemment. Et quand une femme est mal à l'aise par sa grossesse, qu'elle désire, elle veut un enfant, elle veut être maman, mais en même temps, elle se coltine les modèles anciens, notamment de ses parents. Quand ça va à peu près bien, quand elle a une enfance correcte, une adolescence correcte, il y a eu des moments un petit peu difficiles avec les parents, mais ça va. Bon, ça va passer inaperçu, elle va pouvoir faire consciemment ou inconsciemment
la construction de ce modèle de future maman. Mais parfois, elles sont en difficulté, ces femmes, parce que elles ont été maltraitées. Le père, par exemple, un exemple, divorce, père en se séparant de sa femme, se sépare de ses enfants, c'est-à-dire ne voit plus ses enfants. La mère est un peu en difficulté avec sa fille, donc pas forcément une image heureuse de l'enfance. Et quand on se coltine ça enceinte, on peut se dire « Ah oui, mais comment je fais moi? Est-ce que je vais pas reproduire la même chose ?» Alors elles le disent pas comme ça consciemment, mais elles le montrent par leur corps, par leur peur, par leur angoisse, peut-être par des cauchemars. Et là, l'exemple que je donne n'est pas trop méchant. Il y a véritablement des abandons, il y a véritablement aussi des moments de violence extrême qu'une petite fille peut vivre dans son enfance et à l'adolescence. Donc, et dans le cadre familial. Donc là, c'est important pour la sage-femme ou l'obstétricienne ou la psychologue. C'est important de parler des figures qui, à côté, qu'elles ont oubliées à l'instant, qui, à côté, ont été réconfortantes, ont montré qu'elle était digne, en tant que petite fille, d'être aimée. Des personnes qui ont pu donner un tout petit peu d'amour. Et là, c'est important d'éteindre, comme sur une salle de théâtre, d'éteindre les lumières sur les acteurs principaux, parce qu'ils sont nuls, il n'y a rien à en tirer, et plutôt d'allumer les projecteurs sur des personnages secondaires qui, eux, vont enrichir l'expérience de la maman, par ce qu'ils ont donné à la gamine qu'elle était ou à l'adolescente. Et là, ça peut être, oui, évidemment, ça peut être une grand-mère, un grand-père, ça peut être une tante, un oncle, mais ça peut être des gens du voisinage, la voisine, ça peut être la nourrice, parfois. Il y a des mariages extraordinaires où la mère et la nourrice sont présentes au mariage de la fille, parce que la nourrice a eu un rôle très très important. Mais ça peut être aussi, je l'ai eu, des animaux domestiques. Quand les humains sont nuls, il n'y a pas d'entourage et la petite fille, a poussé, est devenue une adulte, elle veut un enfant, mais il n'y a pas d'entourage étayant. Parfois c'est un animal domestique, c'est un chat, c'est un chien, on va rechercher cela. Et quand on a trouvé, évidemment, on dit, c'est un aphorisme d'une ethnie africaine du Burkina Faso. Et les personnes de cette ethnie disent c'est la parole qui donne la parenté et c'est la parole qui la retire. C'est vrai, si les parents étaient nuls, ils perdent leur titre de parents, c'est tout. On les remercie d'être géniteurs, c'est le lien de sang, le lien génétique, mais on va rechercher qui est le parent. Et le parent, c'est celui qui a apporté un regard de tendresse, un geste de tendresse, des paroles de tendresse. Ça peut être que quelques minutes, ça peut être des mois, ça peut être des années, mais on va rechercher ça. Et une fois qu'on a ça dans cet entretien, parce que l'hypnose, c'est pas une technique qu'on met en place, ou regardez-moi mes beaux yeux et vous allez aller mieux après, c'est pas ça. C'est une façon de mobiliser la mémoire et l'imaginaire d'une personne et de reconstruire une histoire. Et on a le droit de reconstruire une histoire. Et là, on dirait à la maman, par exemple, la future maman, fermez les yeux et je vais vous raconter la véritable histoire de la tendresse. Et là, on reprend les éléments qu'elle nous a donnés, ses souvenirs, la partie obscure, la partie maltraitance, petite fille qui était mal aimée. Et heureusement, il y avait cette personne qui était la voisine, qui quand elle pouvait, elle l'emmenait à la maison avec ses autres enfants, elle lui offrait des gâteaux, n'hésitait pas à prendre la gamine sur ses genoux. C'est ça, ce moment de tendresse. Et on dirait à cette femme, voilà, c'est votre voisine qui vous a montré, vous, votre future maman, ce qu'est aimer un enfant, ce qu'est la tendresse. Hein? On oublie un peu les géniteurs, puisqu'on est d'accord, on a discuté entre nous, ils ont perdu leur titre de parents. Mais
c'est votre voisine en vous donnant la tendresse, et c'est ce que vous apporterez, je vous assure, à vos enfants. D'ailleurs, vous me le direz, lorsque on se verra peut-être un jour dans un marché en ville, ou comme ça, par hasard, dans un magasin, et vous me direz, Monsieur Alphonse, vous aviez tout à fait raison. Elle a été importante, cette voisine, et je sais que je peux donner de la tendresse à ma petite fille ou à mon petit garçon, grâce à cette voisine. C'est ça l'hypnose en obstétrique. Des techniques, une rhétorique hypnotique, des techniques qui s'installent, qui s'inscrivent dans l'entretien clinique. On ne s'arrête pas à la détresse de la femme, on lui propose des solutions en s'appuyant sur ce qu'elle nous donne de sa biographie. Alors évidemment, je pourrais parler d'autres outils qu'on utilise, la préparation à la naissance, etc. Préparer une péridurale, permettre à une femme de se rétablir, même si elle l'a bien vécu physiologiquement, de se rétablir de ce qu'elle a cru percevoir d'une péridurale, etc. L'installer, lui faire éviter une dépression du postpartum, c'est plein de possibilités comme ça, mais dans une hypnose de soins, une hypnose obstétricale ou maternante, qui dépasse simplement l'apprentissage d'une technique pour l'accouchement. Voilà, je pourrais dire encore plein de choses sur l'hypnose en maternité, parce que on peut voir aussi des femmes qui malheureusement font des fausses couches. Et quand on parle de fausses couches, on sait très bien que pour elles, c'est la mort d'enfants, etc. On peut les accompagner, comme les femmes qui ont des problèmes de fertilité. C'est intéressant qu'on puisse, en dehors de les écouter, installer un projet d'un enfant quand, sur un plan médical, c'est tout à fait possible. Voilà, je pense qu'on pourrait parler beaucoup de temps sur les futures mamans et les futurs papas, mais bon, là, je me suis intéressé qu'aux mamans.